En somme, la question des frontières ou des limites, hein, qu'elles soient conceptuelles, hein, comme dans le chamanisme, culturelles, ethniques, géopolitiques et autres, et celle de cette idée de réseau et de circuit d'échange, traverse en quelque sorte, d'une façon ou d'une autre, l'ensemble de mes approches et des recherches que j'ai développées jusqu'à présent. Ça a été toujours, même dans le cas de la monographie, je me suis rendu compte que sur une longue période, euh, le genre monographique peut aussi donner une dimension diachronique. Si on compare tous les 15 ans, par exemple, une monographie, on est dans la diachronie, on est exactement dans le... Puisque je me suis rendu compte que dans les bibliothèques, les références les plus consultées, souvent, ce sont les monographies, puisqu'on fonctionne comme ça, par classement, par boîte. Donc, tu fais une monographie chez les Motsi, tu fais une monographie chez les Yagua, ça marche toujours, c'est consulté. Mais bien évidemment, c'est un instantané, c'est un moment donné, et puis après, d'ailleurs c'est simple, il n'y a pas un chercheur qui est d'accord avec ce que dit celui qui est avant, qui a étudié 10 ans avant. D'abord il dit qu'il n'a rien compris, et puis deuxièmement que c'est pas du tout ça. Évidemment, il s'est passé 15 ans ou 20 ans, et il y a beaucoup de choses qui changent entre 15 et 20. Donc, l'intérêt peut-être des différentes monographies que j'ai faites sur une période assez longue, en fait, aussi a une dimension justement un peu diachronique, si on les met, qui permet d'évaluer un peu mieux les changements, même sur un plan linguistique. C'est qu'une monographie, ciao, et puis on s'en va, et puis voilà. Et après, il y a un autre chercheur qui vient 20 ans après. Voilà, c'est pas la même chose que la même personne qui fait comme ça des sondages monographiques tous les 10 ans, tous les 15 ans, avec la même population, souvent avec les enfants des gens avec lesquels il a travaillé. Donc là, il y a une sorte de continuité qui est quand même intéressante. Donc j'avais écrit un texte sur réhabiliter un peu le genre monographique dans certaines conditions justement d'utilisation sur une durée. 50 ans, c'est pas une longue durée en termes évidemment géologiques, c'est un grain de sable, mais en termes ethnographiques, disons 50 ans, c'est disons un temps, disons un petit peu appréciable. Voilà. Cette idée d'élargir aussi la, la, de façon régionale un peu toutes ces populations qui incluent les Yagua, mais qui touchent aussi d'autres populations. Je ne vais pas dire les noms là parce que je ne pense pas que ça peut intéresser les personnes. Il faudrait alors à ce moment-là prendre beaucoup plus de temps. Euh, Évidemment, m'a beaucoup interrogé sur aussi les mouvements politiques plus, disons, multi-interethniques, etc., à un niveau plus large que la communauté, que même les Yagua eux-mêmes. Donc je me suis intéressé, bien évidemment, aux mouvements plus actuels, politiques plus actuels, par lesquels les populations autochtones amazoniennes, amérindiennes, euh, peuvent développer face, euh, ou peut-être pas face, justement, à l'État, ou aux États. Ou aux États, dans ce qu'elles ont de délégations à des entreprises minières, enfin, etc. Donc je me suis intéressé un peu en diachronie sur ce que j'ai appelé les nouveaux chefs, c'est-à-dire, en gros, le passage d'une dimension politique, là on est un peu dans Clastre, qui n'est bien sûr pas séparé du corps social, hein, qui est lié à la parenté, au rituel, etc., vers des formes toujours plus autonomisées, c'est-à-dire vers des formes toujours plus séparées, en somme, comme s'il s'agissait d'un champ autonome, séparable, et presque une sorte de profession. C'est-à-dire que maintenant, on a des leaders
qui sont leaders depuis 20 ans, 30 ans, dans des organismes, des ONG ou des trucs comme ça, et qui, en fait, euh, ont passé la plupart du temps, et c'est très bien d'ailleurs, à ne faire que ça. Ils ont évidemment un peu oublié les techniques de chasse, les techniques de culture, etc. Donc je me suis intéressé à ça, un peu à ce passage vers quelque chose qui est vraiment, qui fait partie, disons, ce qui est proprement l'action autochtone, politique autochtone, que ce soit le chamanisme, que ce soit la chasse. On le sait qu'il y a les transactions avec les esprits, etc. Il y a toute une dimension, bien sûr, politique, de relations, presque diplomatiques avec les esprits. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe quand c'est justement avec des entreprises minières, quand c'est avec l'État. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de situations très différentes, mais il me semble qu'un des points, disons, un des points cruciaux, pardon, de cette transformation, plus qu'une évolution, hein, parce qu'évolution, ça donne un sens où ça va vers le mieux, encore que transformation dans le cadre amazonien, c'est le non-changement, justement. On se transforme pour rester le même, en fait. Là, il s'agit de transformation au sens où nous, on l'entend, c'est-à-dire de changement. Alors, il me semble que la figure que l'on peut très bien repérer du professeur bilingue, du professeur qui devient en somme un professionnel, dans les années 50-60, suite à l'implantation du Summer Institute of Linguistics, qui a été très présent au Pérou, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud et d'ailleurs, ont formé donc des pasteurs, tout ça, mais qui ont eu aussi cette fonction de bilingue, parler leur langue et parler effectivement la langue nationale et voire d'autres, a été un point, je pense, très important dans la reconfiguration progressive du leadership amérindien vers une forme de plus autonomisée, disons, détachable, repérable, disons, en tant que tel, pour ne pas parler de professionnalisation. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel je me suis un peu intéressé. Euh, un peu quand on regarde les trajectoires des leaders actuels, beaucoup sont passés par les fourches, effectivement, des missions évangéliques et de la langue, donc de l'école, de l'éducation, quitte à ce qu'après, ils aient demandé justement l'expulsion de ces missions, enfin, etc. Donc, je pense que il y a là un truc intéressant sur le fait qu'ensuite, ils se sont constitués eux-mêmes par, évidemment, le système éducatif à représenter, en fait, souvent, leur communauté face, justement, aux réunions, ONG gouvernementales ou autres, etc. Donc, ils ont commencé à parler au nom de leur peuple, au nom de... Alors, je ne veux pas dire par là que le fameux leader de la belle parole, Clastrien, ne parlait pas au nom de son groupe. Mais là, on est vraiment dans une coupure, en somme, où on se trouve à l'extérieur, justement, de la communauté, dans un univers, justement, beaucoup plus national, étatique, où les revendications, évidemment, prennent un autre aspect. Bon, ce côté du self-made leader, c'est-à-dire le leader qui se construit lui-même, à partir de son bilinguisme, de cette capacité qu'il a à s'exprimer dans plusieurs langues, etc., a été un moment. Alors, je ne dis pas que c'est partout comme ça que ça s'est passé, mais pour ce que j'ai cru comprendre, c'est un élément très, très important dans cette, si je pourrais dire,
politique, d'autonomisation du champ politique, en gros. Alors, c'est intéressant aussi parce que si l'on prend l'usage de certains hallucinogènes, enfin, disons, appelons ça hallucinogènes, euh, comme l'ayahuasca qui est connu, bon, le psilocybine qui est connu un peu de façon internationale, il est clair que l'usage de l'ayahuasca dans un contexte autochtone, chamanique ou autre, est évidemment, euh, politique, puisqu'il s'agit aussi de se confronter avec des entités, euh, disons, non humaines, enfin, etc. Mais c'était pour atteindre effectivement les capacités chamaniques de guérison, de tuer, enfin, etc. C'était lié, d'une certaine manière, à cet aspect, disons, de connaissances, de guérison, mais les guérisons au sens large, les guérisons aussi bien dans la chasse que dans quelqu'un qui est malade, etc. Les guérisons au sens large. Donc est passé vers un usage beaucoup plus politique, et je m'explique, de l'utilisation de ces substances, surtout dans les affrontements actuels, les conflits avec souvent les entreprises minières et pétrolières. Souvent, les prises d'ayahuasca, d'hallucinogènes, avaient connu un déclin et elles ont redémarré avec justement l'accroissement des conflits et des frictions pour des questions de contamination ambientale, enfin ce que vous voulez, environnementale, pardon, ça c'est un hispanisme. Et donc il est bien évident que l'utilisation là de l'ayahuasca était dirigée, était moins diplomatique. Enfin, on peut considérer que c'est une diplomatie en fait, et un usage beaucoup plus politique au sens résolution de conflits avec des entreprises, avec l'État. Dans l'exemple de Bagua, peut-être que vous avez entendu parler de ce conflit qu'il y a eu en 2009 où il y a eu beaucoup de morts, des Awarous. Aujourd'hui, ceux qui ont été les agents autochtones majeurs sont vus, sont valorisés, en somme, parce que ils ont eu la vision, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont pris l'ayahuasca, surtout pour s'affronter avec les forces de l'ordre et, d'une certaine manière, entre guillemets, gagner la guerre, si je puis dire. Donc il me semble que on n'est peut-être pas exactement dans les mêmes registres, même si on peut évidemment faire des parallèles et des continuités avec les deux éléments. Mais bon, ça, c'est des choses qui, effectivement, sur lesquelles on essaie de travailler. Ensuite, évidemment, dans cette région aussi, il y a des nouveaux arrivants, des populations qui viennent d'ailleurs, qui s'installent. Et je me suis, dans ce cadre, intéressé à un mouvement qu'on dirait messianique, si vous voulez, qui est une forme d'évangélisme pentecostal, qui a pour nom Israélites, les Israélites, sur lequel d'ailleurs, avec lequel on a fait, et avec lequel on a réalisé un film dont je donnerai une copie réalisé par Patrick Desaix, donc, qui est un collègue anthropologue qui a fait plusieurs films sur d'autres mouvements dans la région du Santo Daime, etc. Et avec un preneur de son, Michel Carat, qui est malheureusement décédé du Covid il n'y a pas longtemps. Et donc ce film a été monté donc, par Patrick. Moi j'étais là en tant que conseiller, comme on dit, scientifique, c'est-à-dire pour voir les gens, contacter, organiser un peu le synopsis, voir comment on pouvait travailler. Donc
ce mouvement est arrivé, a eu un fort écho au Pérou, mais pas seulement au Pérou aussi. Il s'est répandu dans plusieurs pays andins, la Colombie, l'Équateur, la Bolivie. Le Brésil, c'était un peu plus compliqué, et a eu un impact assez important, et notamment par, disons, les pratiques un peu de déforestation à grande échelle qu'ils ont tout de suite mis en œuvre et qui ont affecté donc directement les populations autochtones, Yagua en particulier. Donc d'une certaine manière, m'intéressant un peu à tout ce qui interagit quelque sorte avec les Yagua, qu'il s'agit d'autres groupes indigènes, des politiques régionales, gouvernementales, ou qu'il s'agit d'un mouvement religieux du type israélita, m'a enfin, attiré mon attention, et donc j'ai commencé à m'intéresser à eux et à proposer à Patrick, qui venait de terminer le film sur le Santo Daime, de faire quelque chose sur les Israélitas, à la condition bien évidemment qu'ils acceptent qu'on les filme. Et comme ils étaient dans une période un petit peu de décroissance, ils n'ont fait aucun problème pour qu'on les filme, parce qu'ils pensaient que ça servirait à les remettre un peu, disons, au haut du truc. Donc on n'a eu pas d'opposition dès le départ. Au contraire, d'ailleurs, ils étaient très, très coopératifs, alors qu'au départ, ils professaient plutôt une méfiance, et plutôt une méfiance avec des gens comme nous, parce que d'une certaine manière, évidemment, leur vision du monde et du paysage, c'est la sortie d'Égypte, la loi de Moïse, donc le désert de Canaan. Donc c'est de transformer l'Amazonie, en somme, un peu une région désertique. Donc ça passait pas très bien. Alors ce qu'ils font maintenant, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, ils font des reforestations dans certains endroits, parce que il suffit de prendre un avion au-dessus des zones qu'ils ont déforestées. C'est quand même assez spectaculaire. C'est quand même un travail, si je puis dire, systématique, que seul un mouvement religieux unitaire, c'est-à-dire où tout le monde est dans le même sens, peut produire. En quelques années, ils sont arrivés en 90, 95 dans la région. Alors, ils sont partis, bien sûr, c'est un mouvement qui commence dans les années 50. Il y a eu des influences des mouvements évangéliques chiliens, etc., qui sont venus là. Donc, un bonhomme, un petit bonhomme, hein, Ataokusi, Ézéchiel Ataokusi Gamonal, était un fils de paysan et était un peu pasteur adventiste. Et ensuite, il a connu toutes les prisons qui vont jusqu'à Lima. J'avais envie un jour de faire toutes les prisons pour voir qu'est-ce qui restait en fait du passage de ce monsieur. Il a eu une vision, et il a vu que la terre promise se trouvait, se trouvait dans la forêt péruvienne, et comme par hasard, ça correspondait à la politique du gouvernement de peupler les frontières, ce qu'ils appellent ça les fronteras vivas, les frontières vives, les frontières vivantes, où on met des populations tout au bout de la frontière. Alors, les Israélitas, c'est ça. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on peut le voir. Ça, c'est le Pérou. Et tous les points jaunes, vous voyez, ils sont tout autour de la frontière et dans la selva centrale. Ça correspondait à la politique du gouvernement de l'époque de renforcer, disons, les frontières face aux grands voisins brésiliens, qui est parfois vu comme les ingérences brésiliennes sont toujours redoutées par le gouvernement péruvien. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Encore avec Bolsonaro, on ne sait pas. Et donc, voilà. Et donc, c'est un mouvement qui s'est développé donc, à partir de la vision d'un petit bonhomme qui est devenu un prophète, et qui donc a entraîné un tas de gens avec lui, de ce qu'ils appellent la descente vers l'Est, parce qu'à l'Ouest, le soleil va baisser de 10 degrés, donc les rivières vont s'assécher, donc la famine va... donc il n'y a que la forêt, l'agriculture, qui peut sauver l'humanité. Donc il a... Mais
le centre, disons, spirituel de ce mouvement qu'ils appellent israélite, hein, donc du nom, ils se disent être les représentants sur terre du peuple d'Israël. Israël n'est qu'une des tribus perdues des Juifs, c'est-à-dire, c'est l'inverse. On a eu l'origine hébraïque, les Mormons, tout ça, où les Juifs américains sont une des tribus perdues. Eux, ils inversent. Ils font un pachakouti, ils inversent. Et c'est Israël qui est effectivement un mouvement. Alors, ils sont allés, ils ont envoyé d'ailleurs des émissaires. Quand il y avait la guerre du Golan ou après, ils ont été voir Sharon et ils leur ont dit qu'il fallait que les Juifs reviennent au Pérou, leur terre natale, et que c'est une mauvaise lecture de l'Ancien Testament, et que donc ils allaient forcément perdre la guerre. Ils étaient, comment dire, ils avaient mal lu la loi, et donc il fallait qu'ils reviennent. Évidemment, ils n'ont pas eu un grand succès. Et c'est très intéressant parce qu'ils font la jonction, en fait, entre le peuple juif. Ils ne sont pas du tout juifs, c'est des peuples andins. Ils parlent le quechua, alors ils disent que le quechua c'est hébraïque, en fait c'est la même chose. Et la particularité de ce mouvement, pour la première fois dans l'humanité, ils ont associé les juifs aux Incas. C'est quand même pas mal. Donc parce que Ataokussi, il se dit directement le dernier Inca. Et il se dit aussi le juif d'Occident, puisque l'Orient et l'Occident. Et il se dit aussi le Père Israël, puisqu'il est, disons, le garant de la représentation du... D'ailleurs, il s'habille pareil des juifs selon la tradition biblique. Des longues tuniques, les cheveux longs, la barbe, enfin, etc., dont on verra peut-être j'ai des photos que je vous montrerai sur ça. Alors, c'est très intéressant parce que c'est Cusco, en fait, qui est le lieu spirituel, bien sûr, par rapport aux Incas. Et alors, il y a, bien sûr, le Machu Picchu. Alors, le Machu Picchu, ils ont fait ça. Alors, le Machu Picchu, finalement, c'est Ataokussi. Ils ont transformé, ils n'ont pas traficoté, ils ont transformé l'image du Machu Picchu, qui n'est pas celle-là, qui est presque celle-là, en visage, en fait, pour montrer que c'est le lieu de Ataokussi, de Ézéchiel, donc celui qui incarne le truc. Donc ils ont gagné beaucoup de présence en Amazonie. Dès les années 75, ils ont fait la grande descente vers l'est, puisque le soleil allait baisser, donc il fallait descendre pour ne pas être brûlé. Et ils ont constitué, en 90, une cité sainte qui s'appelle Alto Monte Israël, l'autre colline d'Israël, qui est leur lieu de base. Ils ont 10 000 hectares, ils ont obtenu 10 000 hectares de terrain. Ils en ont plus maintenant, mais à l'époque, c'était 10 000 hectares. Aujourd'hui, il y a environ 10 000 habitants, ce qui est beaucoup pour un village dans ces régions, hein, où il n'y a pas de ville plus de 10 000 habitants. Hein. Il y a après, sur la frontière, oui, mais sur l'Amazone, c'est plus difficile. Donc, et ils ont constitué là leur centre religieux qui devait sauver donc l'humanité, parce que leur projet, c'est pas de s'arrêter là. Le projet, ça concerne l'humanité. C'est-à-dire, leur projet, c'est d'aller depuis là au Brésil, en Colombie, en France, en Europe, etc., transformer complètement, sauver le monde. Alors, ils avaient donné des dates. Hein. Alors, bien sûr, c'était 1993, parce que c'était les élections, donc il fallait que le gouvernement... Parce qu'ils sont présentés aux élections présidentielles, ce monsieur-là, Ataokussi. Et il a gagné, je ne sais pas, 300 000 voix, un truc comme ça, ce qui n'était pas ridicule. Enfin, aujourd'hui, il y a des partis en France qui gardent plus. Donc, ils se sont mis dans la politique aussi, et ils ont obtenu des congressistes, ils ont obtenu des maires des régions, des tenientes et des lieutenants, des gouverneurs régionaux. C'est très important pour eux, la politique, parce qu'ils font le lien entre la religion, ils font comme les Amazoniens, en fait, la religion, la politique et l'économique. C'est-à-dire, plus près, mas plata, mas cerca de Dios. Ça veut dire, plus tu as d'argent et plus tu es près de Dieu, quoi, en fait. Le salut, c'est dans ce monde-ci. C'est pas comme les mouvements messianiques antérieurs, où c'est voilà, c'est là-haut. Là, c'est là. Donc, vraiment, c'est business. Et donc, quand tu as disons, la représentativité politique
dans les régions, tu peux octroyer très facilement des titres de propriété, qui est très important pour eux, pour effectivement s'installer, s'agrandir, déforester, etc. Alors, il se trouve que le mouvement est plus ou moins marche très bien au début. Ensuite, ils avaient prévu le déluge final pour 1993. Ensuite, ils l'ont prévu pour 2000. Après, pour 2020. Bon, maintenant, pour 2030, bon, alors, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Mais, en revanche, ce qui est important, c'est que le mouvement existe toujours. euh, et que, oui, 4 minutes, et que, en fait, donc, ce mouvement existe toujours, et qu'il s'est concentré, alors ça c'est très intéressant, à la frontière, justement, du Brésil, sur le Yavari, parce qu'ils se sont rendus compte que de cette façon, en colonisant toute cette région, ils pourraient dévier tout le système économique régional qui passe par, enfin vous ne connaissez pas la région Tabatinga, Leticia, qui est sur l'Amazone. Donc ils pourraient, de cette manière, en colonisant toute cette zone, ils sont en train de faire une route de plusieurs centaines de kilomètres dans la forêt qui rejoint la frontière du Brésil à la ville sainte. Et de cette ville sainte, ils ont des accès par des routes, parce qu'ils travaillent avec des tracteurs, les gars, hein, c'est pas de la rigolade. Ils ont des routes ça peut aller assez loin, et ensuite il y a toutes les grandes embarcations qui vont à Iquitos. C'est d'autant plus intéressant que, disons, ils se sont rendus compte que sur l'Amazone, depuis quelques années, effet du réchauffement climatique, j'imagine, ou grand cycle de changement, comme disent les paléoclimatologues, il y a des sécheresses et des inondations spectaculaires, et notamment des sécheresses. Qu'est-ce que veut dire sécheresse sur l'Amazone? Ça veut dire qu'on descend de plus de 10 mètres, de 15 mètres, etc. Et donc, que les abords de ces ports importants sur l'Amazone ne sont plus accessibles. Cabello Cocha, par exemple, Cabello Cocha a maintenant peut-être 8000 habitants, c'est la tête de pont du Pérou dans cette région. Au fur et à mesure, il était près de l'Amazone, au fil des décennies, il se trouve à plusieurs kilomètres de l'Amazone, et aujourd'hui, il n'est accessible que 4-5 mois par an. Ou il n'est pas accessible 4-5 mois par an. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut laisser toutes les marchandises sur la rive, tout transporter à Dodome maintenant jusqu'à Cabello Cocha. Les Israéliens, ils ont compris que si on faisait le tour par en bas, on n'aurait plus ces questions, effectivement, d'amplitude, et surtout avec les routes. On arriverait, ils font des ponts, ils font des trucs comme ça. Alors. Et en plus, bien évidemment, en faisant ça, l'impact sur les communautés indigènes est très fort, parce que ça veut dire aussi que, du coup, les Yaguas en particulier, ben, ils se considèrent maintenant un peu plus sédentaires, parce qu'ils se disent, s'il y a des routes là, donc il va y avoir du business, il y aura des trucs, donc mes titres de propriété que j'ai, que je vivais en Colombie, etc., ça devient intéressant de revenir là, parce que grâce justement à cette mise, disons, en règle coupée de cette zone, et ces perspectives de développement économique, de changement des réseaux économiques, eh ben, ils commencent à revenir de la Colombie, des autres régions, ils commencent à se regrouper là. Ils voient que là, il y a un nœud d'interaction qui se passe, parce que pour les Yaguas, eux, la forêt, c'est vital, mais je veux dire, bon, évidemment, la déforestation, c'est pas leur truc, mais d'une certaine manière, ils peuvent très bien, comme ils bougent tout le temps, passer un mois dans la forêt et un mois dans des régions déforestées, ils reviennent après. Ils ne s'installent pas définitivement, donc pour eux, c'est pas un problème. C'est un problème, justement, pour ceux qui sont fixes. Voilà. Donc, tout ça, ça nous a fait étudier ce mouvement qui, alors bien sûr, c'est bon, le film, je pense que peut-être vous mettez quelques séquences, explique un peu, parce que bon, il y a toute une cosmologie très très particulière. Ils ont fait un parti politique, ils se sont créés une association. Alors on les a accusés de tous les maux, bien sûr, de trafiquants de cocaïne, de vente des armes. Alors le truc où vraiment, là par contre, du coup, c'est la déforestation.